Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation, c'est l'heure du Mag Normandie. Nous continuons notre semaine européenne avant les élections de dimanche et aujourd'hui nous recevons Frédéric Lamblin, directeur de l'association Mille et un légumes. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors l'Europe, elle intervient également sur tout ce qui est environnement, agriculture. C'est pour ça qu'on vous a fait venir, vous êtes un peu notre spécialiste. Comment intervient-elle sur l'environnement ? Alors, sur l'environnement, elle intervient de diverses manières, notamment en fixant des directives de protection des espèces, notamment des espèces protégées. Il y a un certain nombre de réglementations qui touchent au niveau environnemental, qui sont décidées au niveau européen, pour avoir une harmonisation entre les différents pays. Oui, parce que l'Union européenne, alors c'est à peu près 13% des émissions de gaz à effet de serre. Pour situer, la Chine et les États-Unis sont aux alentours de 20%. Donc on n'est pas les champions non plus. La protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, on le sait, ce sont maintenant des enjeux mondiaux. Quelles sont les compétences exactes ? Quels sont les grands principes ? Comment ça intervient ? Comment on peut fixer des lois pour tout un ensemble de pays. Mais justement, on le sait, ça a été rappelé à de nombreuses reprises, les problèmes de bouleversement climatique ne peuvent pas être réglés à l'échelle d'un pays, c'est à l'échelle mondiale. Il y a eu un certain nombre d'engagements pris par les États. La France en a pris, d'autres États aussi, mais le cadre européen est vraiment un cadre adapté pour pouvoir, que ce soit en termes de mode de transport, en termes de production énergétique, etc. C'est bien une échelle intéressante pour traiter de ces sujets. Et alors le principe de pollueur-payeur, est-ce que c'est quelque chose qui à long terme peut être bénéfique ou c'est juste dans l'urgence on a mis ça en route ? Alors là, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas directement répondre. Je ne suis pas suffisamment spécialiste. Ce qui est clair, c'est que plus on encourage les pratiques vertueuses, mieux c'est. C'est-à-dire qu'on est le principe pollueur-payeur, c'est quand on dégrade l'environnement ou qu'on émet trop de CO2, on a une taxe qui vient sanctionner ça. Peut y avoir aussi une autre politique qui consiste à encourager via des aides les pratiques vertueuses volontaires, que ce soit des particuliers, des entreprises, des États. Donc c'est plutôt ça qui va être développé peut-être sur le temps ? Ça, je ne sais pas du tout. Ça va être aux élus qui vont être élus dimanche là, d'en décider. Et alors sur l'ensemble du continent européen, 17% des espèces d'oiseaux sont menacées. C'est énorme. C'est énorme et on a même des chiffres encore plus importants. Enfin, on dit qu'il y a une diminution au-delà du nombre d'espèces. Il faut faire la distinction entre la diversité des espèces et après le nombre d'individus par espèce. Et donc là, on est sur des chiffres bien plus importants sur la diminution du nombre d'oiseaux, effectivement. Et alors c'est pareil, on a 77% des habitats naturels qui sont dans un état de conservation un peu déplorable. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, nous Européens ? On n'est pas les seuls, encore une fois, c'est à l'échelle mondiale qu'on constate, c'est le résultat d'un certain nombre de conséquences du développement de l'activité humaine. Aujourd'hui, il fait plus débat, que ce soit de la communauté scientifique ou même des politiques, de dire que c'est bien l'action de l'homme qui est responsable, que ce soit de la diminution de la biodiversité comme du réchauffement climatique. Donc maintenant qu'on en a fait le constat, il faut maintenant prendre des décisions, et des décisions, on n'arrête pas de nous le répéter, qui doivent être très très urgentes. Ça se joue à l'échelle d'une génération là. Et donc on doit effectivement préserver les sols. On en avait déjà parlé lors de vos interviews, par exemple. Donc,
Et donc, on parle aussi de production alimentaire. Quand on sait qu'il va falloir doubler la production alimentaire d'ici à 2050, comment est-ce qu'on peut arriver à faire le lien entre l'agriculture et l'environnement? Comment est-ce qu'on peut arriver à ce que ce soit bénéfique et pour l'un et pour l'autre? Alors, je ne sais pas s'il va falloir, en tant que tel, doubler la production alimentaire. Après, tout dépend le type d'aliment qu'on produit. On sait que la production d'une calorie animale nécessite l'utilisation de 7 à 8 l'équivalent végétal. Donc, il y a bien sûr peut-être des productions à optimiser, mais il y a surtout des changements de comportement alimentaire aussi à encourager. Et donc c'est vrai que ça, pour le coup, on est vraiment sur une compétence européenne. La politique agricole commune, c'est 50 milliards d'euros par an. C'est une des plus grandes politiques de l'Europe. Et donc là, justement, le réseau national des CPIE, qui travaille avec la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, fait partie d'un collectif qui s'appelle Pour une autre PAC, une autre politique agricole commune, pour justement essayer, parce que la politique agricole commune va être revotée en 2021. Donc ce sont les personnes qui vont être élues dimanche qui vont avoir à la décider. Donc là, il y a un enjeu très très fort. Et aujourd'hui, la PAC finance majoritairement les productions en lien avec la surface. En gros, plus on a de surface, plus on a de subventions. Donc là, il y a beaucoup de choses à réorienter parce que, par exemple, n'est pas pris en compte le nombre d'emplois, le nombre d'actifs. S'il y a une personne sur 250 hectares, c'est la même chose que s'il y en a 5 sur 250 hectares. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de choses. Donc moi, j'invite vos auditeurs à aller notamment sur le site internet Pour une autre PAC, qui a 12 mesures très très concrètes, 12 propositions à faire valoir dans le cadre de cette réforme de la PAC. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes ? Oui. Alors la première, déjà, c'est d'associer le plus possible les citoyens. Parce que on parlait de politique agricole commune, on pourrait parler aujourd'hui de politique agricole et alimentaire commune. Parce que, on le voit bien, l'évolution la prise de conscience de la part des habitants, des citoyens, de l'importance de leur choix d'alimentation, l'augmentation du circuit court, l'augmentation de l'agriculture biologique qui connaît un plein boom, fait que voilà, il y a de nouvelles envies, de nouvelles convictions de la part des citoyens qui sont à prendre en compte dans les financements qu'on octroie via la politique agricole commune. Oui, parce que c'est pas du tout pris en compte actuellement. Et pas suffisamment. C'est pour ça qu'il y a des propositions. Il y a eu ce qu'on appelle dans les années précédentes un verdissement de la PAC, ça veut un peu tout dire, où un certain nombre de mesures ont été rajoutées. L'obligation, par exemple, d'avoir ce qu'on appelle des SIE, des surfaces d'intérêt écologique, pour chaque exploitation. Mais pour l'instant, majoritairement, on reste sur le soutien à une production intensive et surtout destinée à l'export. Parce qu'il faut se souvenir que la PAC a été mise au point aussi pour que nos agriculteurs soient concurrentiels sur le marché mondial. En gros, que la tonne de blé sur le marché mondial soit la même, que les agriculteurs européens ne soient pas pénalisés. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a encore une fois une volonté de pouvoir produire et consommer localement, y compris en agriculture biologique, mais déjà produire localement. Et donc, il faut pouvoir encourager ces productions-là et pas seulement celles qui sont destinées à l'export. Oui, il faut finalement revenir à encourager, plutôt que d'être compétitif sur le marché mondial, être compétitif sur le marché local. Tout à fait, parce que globalement, on importe autant de denrées agricoles qu'on en exporte. Donc voilà, et puis après, se posera aussi la question, tout à l'heure vous disiez qu'il va falloir produire plus parce que la population mondiale augmente, va falloir aussi à un moment se poser la question des cultures non alimentaires.
On produit de plus en plus de colza, par exemple, destiné aux biocarburants. Bon, on sait que ça contribue quand même, et même doublement, à l'effet de serre. Voilà, si déjà on convertissait les parcelles, enfin on désignait plutôt les parcelles majoritairement aux cultures alimentaires, ça serait déjà un pas en avant. Je vous remercie Frédéric Lamblin, on arrive déjà à la fin de ces 10 minutes. Et où est-ce qu'on peut retrouver donc ces 12 propositions ? Et donc vous tapez sur internet pour une autre PAC, comme je le disais, c'est un collectif, il y a dedans aussi le réseau des Biocoop, la fondation Lia Nature et donc la fondation Nicolas Hulot pour l'homme et la nature. Et puis on vous retrouve toujours au sein de l'association Mille et un légumes. Tout à fait. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.